Il existe un moment très précis qui survient chez une personne au profil d'attachement dit évitant. Un moment que la plupart ne sauront jamais formuler à voix haute, qu'ils admettront pas pleinement à eux-mêmes et qu'ils ne vous offriront jamais le privilège d'observer directement. Ce moment n'apparaît pas au début du silence que vous instaurez, lorsque leur mécanisme de défort psychologique les rassure encore, en leur faisant croire que votre retrait est temporaire, que vous reviendrez au schéma habituel et que la dynamique à laquelle ils étaient habitués n'est qu'une pause plutôt qu'une rupture réelle. Ce moment arrive plus tard, lorsque le silence persiste, lorsque les tentatives de reprise de contact ne viennent plus, lorsque la réalité devient incontestable. Vous avez réellement, profondément, choisi de vous recentrer sur vous-même plutôt que de continuer à poursuivre une relation devenue épuisante, marquée par l'instabilité et les attentes changeantes. À cet instant, quelque chose se produit intérieurement, une bascule psychologique d'une grande complexité. Il ne s'agit pas d'une émotion simple ou linéaire. Ce n'est pas une réaction de deuil classique ou une prise de conscience claire et ordonnée. C'est plutôt une collision interne, un affrontement simultané entre l'ego, la honte, le manque, la fierté et un système émotionnel qui n'a pas été préparé à gérer une telle situation. Au cœur de cette tension, il y a une difficulté fondamentale. Rester en contact avec ce qui remet en question l'image de contrôle et d'indépendance construite au fil du temps. Ce qui émerge alors, de manière souvent inconfortable, c'est la perception implicite d'avoir été déstabilisé sans intention de votre part, simplement parce que votre décision de vous retirer a introduit une forme de réalité qu'il n'était plus possible d'ignorer. Comprendre ce mécanisme permet d'apporter une clarté essentielle sur ce qui se joue des deux côtés de la distance. Cette compréhension ne vise pas la satisfaction immédiate, même si une forme de soulagement peut naturellement exister. Elle permet surtout de mieux saisir ce qui s'est produit, ce qui continue de résonner, et surtout ce que cette expérience a transformé en profondeur dans votre propre rapport à la relation et à vous-même. Un aspect souvent négligé dans la psychologie de l'attachement évitant est la question de l'embarras intérieur. Pourtant, c'est un facteur central. Il se développe autour de l'identité relationnelle que cette personne s'est construite. Dans ce schéma interne, l'autre doit apparaître comme celui ou celle qui peut s'attacher davantage, ressentir davantage, dépendre davantage, tandis que soi-même reste perçu comme plus autonome, moins vulnérable, plus maître du lien. Cette position n'est pas forcément consciente ni revendiquée. Elle s'exprime subtilement dans les comportements. Alternance entre proximité et distance, chaleur puis retrait, disponibilité fluctuante et surtout impression de contrôle sur l'engagement affectif. Lorsque cette dynamique ne fonctionne plus et que l'autre cesse de poursuivre, un déséquilibre inattendu apparaît. Il ne s'agit plus seulement d'une perte relationnelle, mais d'une remise en question silencieuse de cette identité relationnelle elle-même, ce qui peut générer un malaise profond et difficile à intégrer. Et tant que vous reveniez vers eux, tant que votre besoin de lien restait plus visible que le leur, cette croyance tenait debout. Leur identité restait intacte. La personne au profil évitant pouvait observer la dynamique et y trouver, partout, des éléments qui confirmaient son propre récit intérieur. Puis votre silence est venu tout déconstruire. Non pas par un argument, non pas par un ultimatum, non pas par une confrontation qui leur aurait permis d'activer leur mécanisme habituel de défense, de justification ou de mise à distance, mais par quelque chose de beaucoup plus simple, le silence lui-même. Le retrait net de votre énergie hors d'une relation qui ne vous respectait plus pleinement. Et soudain, le récit ne repose plus sur rien. Soudain, celle ou celui qui était censé être le moins affecté se retrouve face à une réalité inattendue, l'absence. Et cette absence commence à ressembler de manière inconfortable, indéniable, presque humiliante, à un besoin. C'est là que naît l'embarras, cette reconnaissance intime, difficile à supporter, que l'histoire qu'il se racontait sur la relation n'était pas exacte, qu'il n'était pas aussi détaché, aussi autonome, aussi souverain qu'il le pensait, qu'il existait un attachement, une dépendance émotionnelle ou un manque qu'ils n'avaient pas intégré dans leur propre identité. Et cet embarras est aggravé, parfois considérablement,
par un élément essentiel. Vous n'avez pas fait de scène. Vous n'avez pas transformé la situation en confrontation explosive qui aurait offert une sortie émotionnelle, un déplacement de la honte vers l'extérieur. Vous êtes simplement parti dans le calme avec une forme de cohérence intérieure et de dignité qui contrastait fortement avec l'instabilité vécue dans la dynamique. Être dépassé en dignité par la personne que l'on a blessée est une expérience psychologiquement difficile à intégrer. Cela reste, cela brûle intérieurement, et cela ne se classe pas facilement dans une explication simple ou confortable. Il est important ensuite de distinguer une autre réaction, la colère, parce qu'elle existe et il est essentiel de comprendre son origine afin de ne pas l'interpréter comme la preuve que votre silence aurait été une erreur. Dans de nombreux cas, la personne au profil évitant peut ressentir une forme de colère dirigée vers vous, parfois intense, parfois confuse. Cette colère est révélatrice précisément parce qu'elle paraît disproportionnée ou irrationnelle. Elle naît du sentiment que les règles implicites de la relation ont changé. Non pas des règles clairement définies ensemble, mais celles qui s'étaient installées à travers les comportements répétés. La disponibilité supposée de l'autre, l'asymétrie d'investissement émotionnel et une forme d'équilibre où l'exposition affective restait limitée de leur côté. Votre silence a rompu cet ensemble implicite de codes. Et en un instant, toute une structure relationnelle qui tenait pour acquise s'est effondrée. La colère apparaît alors comme une première réaction défensive face à cette perte de repère. Une manière de réagir à la disparition d'un cadre sur lequel il s'était inconsciemment appuyé. Ce qui rend cette colère si difficile à assumer pour eux, c'est qu'elle ne peut pas être justifiée facilement sans mettre en lumière une forme d'attente implicite envers vous. Et reconnaître cette attente revient à admettre une vulnérabilité ou une dépendance qui entre en conflit direct avec l'image d'eux-mêmes comme personnes totalement autonomes, lucides et émotionnellement maîtrisées. La colère circule donc sans véritable point de sortie. Elle ne peut pas être dirigée ouvertement contre vous, car aucun grief légitime ne permettrait de la justifier. Vous avez simplement cessé de revenir, ce qui constitue une décision souveraine qui ne nécessite aucune explication. Elle ne peut pas non plus être entièrement retournée contre soi, car un tel niveau de confrontation interne exige une disponibilité psychologique que la personne au profil évitant n'a pas toujours au moment où cela survient. Elle reste donc suspendue, au milieu, chaude, inconfortable et teintée d'une forme d'humiliation diffuse. Un nouvel élément de preuve interne que le silence a profondément déstabilisé quelque chose de bien plus structurant qu'il n'y paraissait au départ. Sous l'embarras et la colère, et c'est ici la couche la plus essentielle pour comprendre ce que votre silence a réellement déclenché, se trouve quelque chose de plus fragile, de plus vulnérable, le deuil. Un deuil réel, précis, parfois étonnamment profond, lié à ce qu'ils ont vécu avec vous et à ce que leurs propres schémas relationnels leur ont coûté. La relation entre le profil évitant et le deuil est l'un des aspects les plus complexes de sa dynamique psychologique. Car faire le deuil implique de reconnaître une perte, et reconnaître une perte implique de reconnaître une valeur, celle d'avoir eu quelque chose qui comptait suffisamment pour que son absence devienne douloureuse. Et cette reconnaissance entre directement en conflit avec le récit intérieur de toute puissance émotionnelle et d'autosuffisance sur lequel ils se sont construits. Cela revient à admettre qu'ils vous ont valorisé, qu'il existait un attachement réel, que ce qu'ils ont laissé s'éroder à travers le retrait progressif et l'indisponibilité émotionnelle n'était pas un lien interchangeable, mais quelque chose d'unique, de concret et de difficilement remplaçable. Votre silence ne provoque pas ce deuil au sens manipulateur du terme. Il le rend simplement impossible à éviter. Tant que vous reveniez vers eux, ils pouvaient rester centrés sur la gestion de la dynamique, ajuster la distance, calibrer la présence, surveiller votre état émotionnel et se positionner en conséquence. Votre silence met fin à cette activité. Il n'y a plus rien à gérer, plus rien à ajuster, plus rien à observer. Il ne reste qu'une absence. Et dans cette absence, privée de distraction et de mouvement, le deuil finit par émerger.
Il est important de comprendre maintenant ce que la personne au profil évitant fait de tout cela. De l'embarras, de la colère, du deuil et de la prise de conscience troublante qu'il existe un attachement qu'elle n'avait pas pleinement reconnu. La première réaction est presque toujours un renforcement de la distance. C'est contre-intuitif en apparence, mais cohérent sur le plan psychologique. Lorsque l'état interne devient trop intense, trop difficile à contenir, le réflexe n'est pas de se rapprocher de la source de la douleur, mais d'augmenter ce qui a déjà permis par le passé de réduire temporairement la tension, la distance, davantage de retrait, davantage d'autonomie affichée, davantage de comportements orientés vers l'idée de ne pas avoir besoin. De l'extérieur, cela peut donner l'impression d'un détachement complet, d'une indifférence, comme si votre silence n'avait produit aucun effet. Mais cette apparence est l'une des surfaces les plus trompeuses du comportement humain. Le fait de doubler la distance n'est pas le comportement de quelqu'un qui ne ressent rien. C'est le comportement de quelqu'un qui ressent trop et qui ne dispose que d'un seul outil pour gérer cet excès intérieur. La personne au profil évitant, lorsqu'elle renforce encore la distance, se trouve en réalité dans la phase la plus active, la plus exigeante et la plus coûteuse psychologiquement de sa réponse à votre silence. Elle mobilise beaucoup d'énergie pour maintenir une forme de maîtrise apparente, alors même que son monde intérieur tend à la déstabiliser. La deuxième réaction, qui suit souvent la première après un délai variable selon les individus et la profondeur du lien, est une phase que l'on pourrait appeler réflexion involontaire. Les mécanismes de défense, aussi solides soient-ils, ne peuvent pas rester indéfiniment imperméables face à une perte réelle. Et progressivement, dans les moments les moins protégés, tôt le matin, tard le soir, ou durant des activités qui n'occupent pas entièrement l'esprit, la personne commence à penser à vous avec une lucidité que les heures contrôlées ne permettent pas. Elle se remémore des instants précis, la texture de certaines conversations, la qualité du lien, lorsqu'il n'était pas encore entièrement filtré par la défense ou le retrait. Elle revoit des moments où la connexion était authentique, où la présence était plus ouverte, plus directe. Elle pense à ce que vous avez apporté que d'autres n'ont pas apporté, à la manière dont vous avez pu la comprendre d'une façon rare, et à ce que cela signifiait réellement, même si cela a été minimisé ou mis à distance sur le moment. Et surtout, elle commence à mesurer ce qu'elle a fait de tout cela, non pas de manière abstraite, mais de façon concrète, presque physique, comme si les conséquences de ses propres comportements devenaient soudain plus lourdes à porter que prévu. C'est cela, l'humilité intérieure. Non pas une posture, ni une démonstration destinée à influencer l'autre, mais une expérience privée, silencieuse, où la personne se confronte au poids réel de ses choix et de ses pertes. À ce stade, je veux aussi te ramener vers l'essentiel, parce que rester trop longtemps dans la lecture de l'autre finit par éloigner de soi-même. Ton silence n'est pas une arme. Il n'est pas nécessaire de le transformer en stratégie ou en mécanisme de contrôle pour lui donner du sens. Il est, avant tout, une sortie d'un système qui ne te respectait plus dans sa forme. Et c'est là que ton texte s'interrompt, mais son idée centrale reste claire. Au-delà de ce que l'absence déclenche chez l'autre, il y a surtout ce qu'elle signifie pour toi. Une reprise de cohérence intérieure, une réorganisation de ta manière d'être en lien et une limite posée là où quelque chose devenait coûteux sur le plan émotionnel. Ce processus ne naît pas d'une stratégie. Il naît de l'épuisement, d'une fatigue profonde, presque corporelle, celle de quelqu'un qui a tout donné à une dynamique qui prenait toujours davantage sans jamais vraiment nourrir en retour. C'est le moment de lucidité absolue où le coup de la poursuite finit par dépasser de manière irréversible l'espoir de ce que cette poursuite pourrait éventuellement produire. Ce moment-là n'est pas une tactique, c'est un basculement intérieur. Le moment où l'on cesse d'organiser sa vie autour de l'indisponibilité de l'autre pour recommencer à l'organiser autour de sa propre valeur. Et ce que ton silence exprime pour cette personne, pour le monde et surtout pour toi-même est quelque chose qu'aucune discussion, aucun ultimatum, aucune confrontation n'aurait pu transmettre avec une telle intensité. Cela dit une chose simple mais radicale. Tu sais ce que tu vaux.
non pas comme une idée abstraite, non pas comme une affirmation répétée jusqu'à y croire, mais comme une réalité vécue, incarnée, non négociable, que tu n'es plus disposé à compromettre pour le confort de quelqu'un qui n'était pas prêt à te rencontrer pleinement. La personne au profil évitant peut ressentir de l'embarras, de la colère et une forme d'humilité silencieuse face à ton silence. Et sous tout cela, dans la partie la plus lucide et la moins défensive de son monde intérieur, il existe aussi quelque chose de plus surprenant. Du respect. Peut-être même davantage de respect qu'elle n'en a éprouvé depuis longtemps dans un contexte relationnel. Peut-être plus de respect qu'elle ne pensait être capable de ressentir dans une relation intime. Car ce profil valorise profondément la maîtrise de soi, la retenue, l'autonomie émotionnelle. C'est même autour de cela qu'il construit une grande partie de son identité. Et ce que tu viens de démontrer, par ton retrait, est une forme de cohérence et de stabilité intérieure qui dépasse souvent ce qu'il a lui-même réussi à maintenir dans la relation. Là où il y avait alternance, retrait et retour, confusion et signal contradictoire, ton silence a introduit quelque chose de net. Une continuité, une limite, une décision stable. Tu n'as pas cherché à te défendre, tu n'as pas poursuivi, tu n'as pas transformé ta douleur en pression, ni ton besoin en demande insistante. Tu t'es simplement retiré, avec la clarté de quelqu'un qui a compris qu'il n'était plus possible de se diminuer pour rester. Et dans ce retrait, tu n'as pas seulement mis fin à une dynamique, tu as communiqué, sans mots, quelque chose d'extrêmement clair. La relation ne peut exister que dans un cadre où ton respect de toi-même reste intact.